Les nouveaux venus n'ont pas l'air commodes. La saison s'annonce agitée, comme chaque année. Sur ces plages, des millions d'individus, manchots royaux, éléphants de mer, otaries, albatros, et autant d'histoires d'amour et d'amitié, de violence et de coups bas. Chronique de la plage du bout du monde, un été comme les autres. Loin, très loin des tropiques, le grand froid des îles subantarctiques, tout en bas de l'océan Indien. Crozet, Marion, Kerguelen, Amsterdam. Dernière station avant la banquise, tout juste signalée sur les cartes. Les voyageurs n'y font halte que par impérieuse nécessité. Face au désert de glacer les dents de la terre, qui défendent férocement ces quelques rares îlots déchiquetés, survivances d'anciens volcans. Ces forteresses inhospitalières représentent pourtant pour certains la terre promise. Surtout ces oasis tranquilles à l'embouchure des cours d'eau, où s'agglutinent des estivants habitués, manchots royaux et éléphants de mer. Pour poser sa serviette, il va falloir parfois jouer des coudes. Sans compter avec les incessantes querelles de voisinage, que les manchots tentent de régler séance tenante à coups de bec. Sans grand succès. Il faut reconnaître que les éléphants de mer manquent singulièrement d'éducation. Alors inutile de parlementer quand deux montagnes de graisse s'affrontent, mieux vaut rester à l'écart. À se chamailler comme ça, les vieux éléphants n'ont même plus le temps de surveiller leur progéniture qui s'amuse à effrayer les inoffensifs pinnipèdes. Ici, l'été, de toute façon, pas moyen d'être tranquille. Trop de monde. Et la compétition est sévère entre espèces. Une loi, une seule, celle du plus fort. Pas étonnant que les incidents se multiplient, car toutes ces espèces vivent dans la mer. Elles y passent le plus clair de leur temps, nourriture abondante et grands espaces. Mais une fois par an, la nature leur joue un tour. Elle les oblige à trouver un pied-à-terre, un bout de sable, un mètre carré de cailloux, une touffe d'herbe. Bref, un petit coin pour se reproduire. Et pour les manchots royaux et les éléphants de mer, allez savoir pourquoi, pas moyen d'y couper. Ils se retrouvent sur la même île, chaque année, au même moment. C'est vraiment pas de chance. Surtout pour les manchots. Au milieu de cette colonie de plusieurs centaines de milliers d'individus, chacun trouve sa place. Petite, mais une place tout de même. Pour le troisième âge, c'est toujours au centre.
Les jeunes s'installent à la périphérie. La quantité présente au moins un intérêt. On trouve plus facilement l'âme sœur dans cette gigantesque foire aux célibataires. Sauf quand on se trompe d'adresse. Heureusement, l'instinct, lui, ne se trompe pas. Notre éléphant de mer, un moment noyé dans un océan de manchots, va retrouver le chemin des siens et chercher à son tour l'âme sœur. La vraie, cette fois. Car comme les manchots à cette période, les éléphants de mer sont de sortie, le costume en moins, mais l'œil tout aussi humide. Plutôt élégant et aérien sous la surface, l'éléphant doit composer avec la pesanteur sitôt sorti de l'eau et préfère s'installer à proximité immédiate du rivage. Sitôt arrivé, il ne se perd pas en préliminaire. Une parade sommaire, mais démonstrative, suffit en général pour persuader la belle de rejoindre le harem. Chez les éléphants, ce sont les mâles qui portent la culotte. Arrivés les premiers pour préparer le terrain, ils s'activent beaucoup. Et pour convaincre, n'hésitent pas à faire la cour. Et même la chasse à cour. Épuisante d'ailleurs. Si vous n'êtes ni manchot ni éléphant, bref, habitué de longue date, inutile de venir sur cette plage. Toutes les places sont prises ici, de génération de manchots en génération d'éléphants de mer. Les otaries à fourrure font tout de même le déplacement chaque année, pour les mêmes raisons plus une. C'est l'un des meilleurs spots de surf de toute la région. Les otaries ont choisi ce qui restait de disponible sur l'île pour s'installer. Des endroits un peu accidentés, voire escarpés, genre gros éboulis de pierre, où elles traversent des failles et des crevasses pour abriter leur progéniture. Les manchots, trop courts sur pattes, et les éléphants trop lourds, ne viendront pas ici leur chercher noise. Chez les manchots, ça y est, les couples se forment. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. Les parades amoureuses de manchots royaux sont des modèles d'élégance et de sobriété.
On s'assure tout de même que les partenaires sont dans de bonnes dispositions, avec discrétion. Car la reproduction n'est pas affaire à prendre à la légère. Beaucoup d'énergie dépensée, il faut donc que la promise soit à la hauteur de la situation. Et quand bien même le couple idéal s'est formé, les importuns s'invitent à la noce pour suggérer un ménage à 3. Surtout les importunes, largement surreprésentées dans la colonie. Le message du mâle est clair. C'est complet. On met beaucoup moins de gants chez les éléphants de mer. Mais ici, ce sont les jeunes mâles que l'on est conduit. Arrière Godliro, place au pacha, c'est-à-dire au patron du harem, qui veille jalousement sur quelques dizaines de femelles, réservées à sa consommation personnelle. La peur se lit tout à coup dans son œil, sauf qui peut. Le pacha savoure modestement son triomphe. Difficile pourtant d'avoir l'œil à tout, car dès que le vieux a le dos tourné, les jeunes tentent leur chance en douce. Le pacha est donc sans arrêt sur le qui-vive. À son âge, ça use. Mais encore une fois, il a gagné. Le jeune présomptueux bat en retraite. Il reviendra plus tard. Chez les manchots, les couples s'installent. Superficie du pied-à-terre, pas même 1 mètre carré. Tout ce qui dépasse, c'est chez le voisin. On se chamaille donc sans arrêt. Imaginez quand il faudra traverser la colonie pour aller pêcher. Malgré toutes ces petites misères, une bonne nouvelle. L'œuf est arrivé en bon état. Drôle de destinée pour ce petit poussin à naître. La nature a fait de lui un champion des océans. Mais elle l'oblige à voir le jour sur un méchant pré de cailloux, entouré d'individus peu recommandables, les Kionis, comme des mauvaises fées qui se pencheraient sur le berceau. Les duvets des petits égayent l'immense marée noire et blanche. Ça fait encore un peu plus de monde. On fait avec. Avec tout ce nouveau petit monde, papa et maman veillent. Car les Kionis sont en vadrouille, toujours à fureter dans les coins pour grappiller de quoi se mettre sous la dent. Et vraiment n'importe quoi. Des plumes, des fientes, des béquets oubliés.
Voir des œufs abandonnés du regard quelques instants. C'est la loi du genre. Une gigantesque colonie comme celle-ci attire son lot de parasites. Dans la famille charognard, après le Chionis, voici le modèle au-dessus. Le squat, encore plus costaud, et qui ne se contente pas de miettes ou de rapines comme son congénère. Lui fréquente plutôt les éléphants de mer. Il lui faut du solide. Et il va être servi. Contrairement à d'autres mammifères marins, baleines et dauphins par exemple, les éléphants de mer mettent bas à terre. Drôle d'arrivée là encore, pour un petit qui s'apprête à passer 80% de sa vie en mer. Vite à l'abri du ventre maternel, il ne quittera pas ce flanc protecteur avant plusieurs semaines. Gîte et couvert assurés. C'est justement le couvert qui intéresse certains. Ce lointain cousin du goéland à la mine patibulaire n'est animé d'aucun sentiment altruiste. Bagarreur, charognard, voire plus si les circonstances se présentent, une seule chose l'intéresse: manger. Des naissances par dizaines de milliers, ce sont autant de kilos de placenta, des milliers de poches amniotiques, des kilomètres de cordons ombilicaux disponibles à la consommation en libre service. Nourriture occasionnelle mais très riche en protéines et très énergétique. De quoi entretenir à l'année une véritable armée de parasites. Quant au lait, les femelles en regorgent. Une fois leurs rejetons rassasiés, le lait coule encore à flot. Tournée générale pour les charognards. L'attention ne retombe jamais. Chaque mètre carré de la colonie est scruté par des dizaines d'yeux. L'abondance décuple les convoitises. Entrée en scène du troisième larron. Après le Chionis et le squat, voici le pétrel géant, véritable vautour des mers. Démarche de mauvais garçon, tête de voyou, il ne connaît pas de maître. Dans cette armée de moins que rien, chacun est à l'affût d'un signe. Un cri plus haut que l'autre, un claquement d'ailes inhabituel, et c'est la ruée. Aussitôt des dizaines d'oiseaux rappliquent, attirés par la bonne affaire, prêts à en découdre pour un petit bout de festin. Tous convergent vers le butin supposé. C'est en général le début d'une belle foire d'empoigne. Mission accomplie pour les plus forts. Les autres s'expliquent, entre hommes. Et les aubaines se multiplient. Un éléphant de mer sérieusement touché? Une blessure qui saigne abondamment? Ça fera un excellent dessert. Il faut dire que dans ces combats de titans, les pachas y laissent des plumes, des grosses. Même si l'honneur est sauf, ils sont dans un piteux état.
Et nos vieux grognards des plages n'ont même plus la force de chasser les intrus qui viennent picorer à coups de bec les blessures béantes. La position de Pacha se paye très cher. À défendre l'exclusivité sur ses femelles, un mâle ne tient le coup que 2 ou 3 saisons. Usé par ses violents combats 4 mois durant, sans prendre la moindre nourriture, il termine sa carrière de Pacha péniblement. Il y perd quelquefois un bout de trompe, qui n'est pas perdu pour tout le monde. Ah, il est loin, le beau mâle fringant des débuts. Il n'est plus qu'un lointain souvenir. Très, très lointain. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des charognards, les éboueurs des plages sont entrés en action. Et visiblement, il y a de la concurrence. Malgré ces petites querelles de préséance, en quelques jours, ils vont tout nettoyer. Et bientôt, il n'y paraîtra plus. Le vieux combattant n'a pas fait de vieux os. Et voici tout ce que les pétrels géants laisseront comme souvenir de lui. Ni fleurs, ni couronne. À l'écart de la foule bruyante des manchots royaux et des éléphants de mer, les albatros sur l'heure, tirés à 4 épingles, pas une plume qui dépasse, la classe. Cet élégant voilier des airs est de sortie et vole vers un rendez-vous galant. La parade amoureuse des albatros est un ensemble de signes, de sons, de déplacements très précis. Une sorte de question-réponse dite à coups de bec. Si vous ne parlez pas bien l'albatros, écoutez et regardez. Évidemment, quand un gros nigaud intervient d'une manière intempestive dans le palais, ça jette un froid. Mais l'instinct est le plus fort. Le spectacle continue. Des collines pelées en guise de décor, des tourbières gorgées d'eau pour terrain de jeu, l'albatros n'est pas trop difficile, pourvu qu'il ait de l'espace et un grand carré de ciel bleu pour s'y laisser glisser.
de mettre les pattes au sec dans ces marécages. L'albatros a donc, une fois pour toutes, établi son nid au sommet d'un petit monticule garni d'herbes sèches, le même d'année en année. Et il est aussi fidèle en ménage, une fidélité à toute épreuve. 80 ans de vie commune pour un couple. Chaque année, un vilain petit poussin vorace occupe toute la place et réclame à chaque instant sa pitance. Les parents guettent donc avec appréhension les conditions météo, le vent surtout. Indispensable pour retourner pêcher en mer. Sans vent, pas de décollage. Pas de décollage, pas de pêche. Pas de pêche. « 3 mètres d'envergure, ça fait un bel aéroplane. Mais il faut les arracher du sol, et les bonnes pistes d'envol sont rares. Le gros poussin manchot est aussi laid que son voisin l'albatros, et il a la même obsession, son estomac. Il a besoin d'énormes quantités de poissons, calories indispensables pour l'aider à lutter contre le froid. Casse-tête pour les parents. Ils ne trouveront rien de comestible pour leur rejeton sur la terre ferme. Reste donc à se frayer un chemin parmi la foule. Et c'est épuisant de marcher à tout petits pas. Va donc pour le toboggan, ça gagnera du temps. Pour leurs poussins, les parents se relayeront sans cesse pour aller pêcher, aidés en cela par d'exceptionnelles qualités de plongeurs. Jusqu'à 15 minutes en apnée, à une profondeur de 600 mètres. Le manchot royal est un athlète des océans. Pour l'albatros, défense de plongée. Seul au-dessus des 40e rugissants, il dérive des jours durant, porté par des vents puissants. Un véritable athlète lui aussi. Les satellites indiquent qu'en 20 jours, il parcourt près de 10 000 kilomètres. Il sait se rendre sur des zones de pêche riches en nourriture, qu'il connaît sur le bout des pattes et qu'il exploite en fonction des besoins de la famille. De l'extrême sud de l'Afrique aux confins de l'Antarctique, l'océan Indien est un véritable paradis, regorgeant de tous les délices de la mer. Baleines, phoques, manchots papous ou adélie, tous se retrouvent ici pour faire bombance. Les orgies de krill y sont légendaires. Le calmar est la proie favorite des albatros. Ce fut longtemps une énigme. Il vit à 1000 mètres de profondeur et l'albatros ne plonge pas. On sait maintenant qu'après s'être reproduits en eau profonde, les calmars meurent et remontent à la surface, en des lieux proches des îles australes, que le radar des albatros a enregistrés pour longtemps. À chacun son menu. Pour les otaries et les manchots royaux, ce sont plutôt les poissons. Mais de nuit pour les otaries et de jour pour les manchots. Ainsi, à certaines périodes, l'abondance est telle que l'océan se couvre d'oiseaux. Il n'y a même pas à se baisser pour ramasser. Et le bouche à oreille fonctionne tellement bien
qu'il en arrive de partout, par tous les moyens. Mais toute bonne chose a une fin. La rentrée au port s'annonce difficile. Le temps s'est sérieusement gâté et l'océan est en colère. Les articulations grippées par un long séjour en mer, leur retour à la plage manque un peu de dignité. Mais ces arrivées rocambolesques peuvent se révéler mortelles. Un manchot est en perdition. C'est le moment que guettait un commando de pétrels géants pour intervenir. Chacun son tour. Suivant son rang dans la hiérarchie, après les pétrels viendront les squats, puis les goélands, soucieux sans doute de préserver leurs belles plumes blanches, et enfin les chionis. C'est la loi du milieu. Un individu affaibli n'a aucune chance de s'en sortir, les autres membres de la colonie ayant d'autres chats à fouetter. Mais, quelquefois, l'exception infirme la règle. Ce soir-là, un manchot royal échoué après son retour de la pêche n'avait pas fière allure. Son sort était scellé. Il devait finir sous le bec des pétrels et des goélands. Eh bien non. Pour une fois, sans explication aucune, les manchots ont refusé la fatalité.
Devant l'attaque des charognards, ils ont fait cercle autour de leurs congénères en difficulté, ont écarté à plusieurs reprises les agresseurs et ont incité le blessé à se relever, tout doucement. Ils sont restés des heures à ses côtés, jusqu'à la tombée de la nuit, sans jamais baisser la garde. Au petit jour, à l'endroit où s'était déroulée la scène, il n'y avait plus personne. Il se passe de drôles de choses cet été, même pour un observateur chevronné. Certains comportements laissent pantois, chez les manchots et chez les otaries. Elles n'ont pas l'air comme ça, pourtant les jeunes otaries n'ont pas froid aux yeux. Le regard goguenard du pétrel, pensant déjà l'affaire dans le sac, est lourd de sous-entendus. Il y a bien un bébé qui va s'égarer pour devenir une proie facile. Eh bien non, une fois encore. Difficile de dire si les jeunes otaries ont échafaudé un plan pour se débarrasser de l'importun. Toujours est-il que l'alerte a été donnée et que sous l'eau, la contre-attaque se prépare. La mobilisation est générale. Les assaillants réussissent bien à chaparder les restes d'un bébé mort-né abandonné sur un rocher. Ils s'y mettent alors à 10. Mais pas question de les laisser faire. Les otaries passent à l'action. Harcelant tour à tour les pétrels en rang serré, les otaries avancent sans cesse. Les intrus vont battre en retraite. Pendant la période estivale, la période de reproduction, tous les membres de la colonie de manchots ont fort à faire. Élever les petits, aller à la pêche, monter la garde, chasser les parasites, ça laisse peu de temps pour les loisirs, pour aller à la plage par exemple. De toute façon, c'est fortement déconseillé. À cause de lui, le plus redoutable piège à mâchoire de tout l'océan, l'orque. Il a tout le temps d'observer les allées et venues et d'effectuer un repérage en règle. C'est par ici que les parents rejoignent la mer pour aller à la pêche. Un vrai goulot d'étranglement. L'orque aura tout le loisir de tenter sa chance au départ et à l'arrivée des manchots. Sa simple présence panique tout le monde, et il le sait.
Il va donc simplement se montrer, laisser faire et attendre le moment propice. C'est la version aquatique du chat et de la souris. Et les souris n'emmènent pas large. De retour de pêche, les premiers manchots ont senti le danger. Et les orques sont 4 à présent. Affolés par les avertissements sonores des gros mammifères, les manchots ne savent plus quoi faire. Première attaque des orques, pour voir. Puis, démonstration de force. Là-bas, presque inaccessible, la plage. Ceux-là sont passés presque par miracle. Les autres attendent encore au-delà des orques, et avec eux, la nourriture tant espérée. Car l'inquiétude monte, les petits ont faim. Et tant que les orques bloquent l'accès à la plage, il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Ce n'est pas encore la famine, mais cette femelle n'a plus rien à offrir à son poussin. Malgré le soleil, le froid est vif et affaiblit les petits organismes. Ceux qui sont en mer le sentent bien. Il devient urgent de rentrer, mais ce sera un coup de poker. Le blocus s'est resserré. Les orques contrôlent tout accès à la terre. En tentant le passage en force, en nombre, certains ont une chance. Un petit moment d'inattention, 2 autres manchots touchent enfin terre. Un tantinet content du tour joué à l'orque. Nouvelle tentative, et c'est tout un groupe qui passe. Mais les orques avaient bien préparé leur coup. Ils avaient repéré leurs victimes et laissé s'échapper tous les autres. Leurs victimes, les voici. Fatigués sans doute, ils ont pris une mauvaise route et se retrouvent coincés sur un petit éperon rocheux.
Le caillou est en état de siège. La stratégie des orques a payé. Le groupe saute à l'eau. Mais l'endroit est un vrai piège. Le comportement des orques est inhabituel. Ils semblent attendre. Une aubaine pour le petit orque. Une première leçon de chasse, avec une proie vivante. Enfin presque. La mère viendra tout de même en aide à son petit, peu familiarisé avec la chair fraîche, et lui tiendra à disposition dans sa bouche le manchot pour grignoter plus à son aise. La relative chaleur sonne la trêve sur la plage. Fini les tensions, les querelles et les drames. La cohabitation a pris des allures de club de loisirs. La paix règne sur l'île entre parasites, manchots et éléphants. Et les petits peuvent enfin jouer sans appréhension, comme dans n'importe quel cours de récréation. Un jeu de leur âge, un simple bout d'algue et c'est le bonheur. Et comme toujours, un grand vient chipper son jouet au plus petit. Et comme toujours, le petit pleurniche un peu. Mais il finit par admettre la loi du plus fort, avant de trouver bien vite un nouveau jouet, encore plus chouette que le premier. Curieuse époque de l'année pour de la neige fondue. L'hiver à s'y méprendre. Mais ce n'est que la mue, tout simplement. Des dizaines de manchots qui perdent leurs plumes,
Ça donne une bourrasque de fausse neige, comme au cinéma. Et ça gratte la mue, ça gratte terriblement. Mais les manchots royaux ont l'habitude. Une sorte de lifting annuel, histoire d'affronter l'hiver, le vrai, dans les meilleures conditions. Et le voici déjà qui s'invite. La neige cette fois, c'est pour de bon. Tout le monde va quitter la Terre pour retrouver l'océan. Pour 9 mois de tranquillité jusqu'à l'été prochain, où tout recommencera.